Il y a 50 ans, avec mon ami le docteur Hellman, aux éditions Casterman à Tournai, nous avions publié 3 livres, L'histoire de la médecine SS, Le massacre des aliénés et Les médecins allemands et le national-socialisme. Depuis, mes recherches se sont portées sur d'autres domaines, quoique j'ai fait quelques travaux sur les médecins nazis, essentiellement sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, après 1994, sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et d'une façon générale sur l'état criminel, le négationnisme, et en particulier sur le processus génocidaire. Donc, dans une intervention où je ne révèle rien de nouveau par rapport aux communications que j'ai entendues aujourd'hui, je veux établir un lien entre ces deux événements que sont la loi de stérilisation du 14 juillet 1933 et l'importance de la perception d'une menace génocidaire, d'un processus génocidaire. L'État national-socialiste fut de sa naissance à son terme un État criminel soumis au Führerprinzip, ce qui signifie que nul ne pouvait critiquer ses décisions, puisqu'un seul homme, Adolf Hitler, incarnait le droit. Dès l'instauration de l'état d'urgence, le 28 février 1933, après l'incendie du Reichstag, le gouvernement allemand publia à un rythme soutenu des lois, décrets et ordonnances qui ne cessèrent d'exclure des Allemands et de limiter les droits de ceux qui demeuraient citoyens de Reich. Parmi ces lois, la loi du 14 juillet 1933 sur la prévention d'une descendance héréditairement malade impliqua à la fois les médecins et les juristes. En effet, elle révèle la violence du droit nazi et la soumission du corps médical allemand à une loi incohérente qui impose une stérilisation à des personnes supposées pouvoir donner naissance à des enfants porteurs d'une des pathologies définies par la loi maladies héréditaires, alors que rien, dans la majorité des cas, ne permettait scientifiquement d'évoquer un tel risque. Certes, avant d'analyser le contenu de cette loi, il convient de rappeler qu'à la fin du XIXe siècle se développa, singulièrement en Angleterre, en France et en Allemagne, une dérive de la pensée de Darwin sur l'évolution des espèces et la lutte pour la vie. Nombre d'anthropologues et de philosophes, convaincus que l'humanité était divisée en races et que ces races étaient inégales, développaient de fausses certitudes en se fondant également sur l'émergence de la génétique. Ils prétendaient éviter le risque d'une dégénérescence d'une race dite supérieure en évitant le mélange des races et en interdisant la transmission de maladies qu'ils affirmaient héréditaires. C'était au regard de la science une double faute. Un siècle plus tard, la génétique démontra qu'il n'y avait pas de race dans l'espèce humaine, tandis que la recherche médicale prouvait que la plupart des pathologies affirmées alors comme héréditaires ne l'étaient pas. Pour comprendre comment des médecins allemands ont massivement accepté d'appliquer la loi sur la prévention d'une descendance héréditairement malade, il faut analyser l'évolution d'une idéologie raciste qui, étape par étape, soumit le peuple allemand à la seule volonté du Führer. En Allemagne, à la fin du XIXe siècle, de nombreux biologistes étaient obsédés par la menace de dégénérescence de la race allemande et convaincus de la nécessité d'adopter une politique eugénique. Ils contribuèrent à l'émergence d'une nouvelle science, l'hygiène raciale, et posèrent ainsi les fondements d'une dérive de la pensée qui explosera sous le national-socialisme. L'Allemagne de Weimar laissera se développer dans les milieux d'extrême droite les théories sur le mélange des races et la transmission de maladies héréditaires dans cette période d'après-guerre, où plus d'1 million de jeunes hommes allemands avaient été tués et où plus de 2 millions étaient gravement handicapés, ce qui conduisait des juristes et des médecins de proposer la suppression des vies indignes d'être vécues et la stérilisation des porteurs de maladies héréditaires afin de freiner la dégénérescence de la race. À cette époque, nombre de nations européennes et nord-américaines, imprégnées des théories eugéniques, avaient promulgué des lois de stérilisation qui permettaient à des personnes estimant qu'elles étaient une menace pour leur descendance de lever ainsi cette menace, mais certaines lois imposaient déjà de stériliser sans l'accord de la personne, en particulier en cas de perte du libre arbitre. Dans la plupart des pays, les projets de loi présentés par les sociétés eugéniques furent repoussés
tandis que se développait dans les facultés allemandes de médecine une génération de jeunes médecins imprégnés d'eugénisme qui étaient disposés à mettre en application une loi de stérilisation. La loi du 14 juillet 1933 sur la stérilisation, impliquant à la fois le corps des juristes et des médecins, s'inscrit donc dans un processus génocidaire qui se développera étape par étape, par un mécanisme d'enchaînement des causes et des effets, de telle sorte que la menace d'une catastrophe est perçue trop tardivement lorsque ce processus ne peut être interrompu. En se ralliant massivement à ces théories d'eugénie préventive, impliquant la nécessité de freiner la dégénérescence de la race allemande, le corps médical allemand s'inséra dans ce processus. Ce furent, dans l'application de cette loi, les premiers cas où des citoyens allemands perdirent la vie au décours d'une intervention chirurgicale qui leur était imposée. La loi du 14 juillet 1933, Gesetz zur Verhütung Kranken-Nachwuchses, comporte 14 articles. Article 1. Toute personne héréditairement malade doit être rendue incapable de procéder si, d'après les expériences de la science médicale, on peut s'attendre à une forte probabilité à ce que ses descendants soient atteints d'une tare physique ou mentale grave. Le paragraphe 2 précise: au sens de cette loi, toute personne souffrant d'une des affections suivantes sera considérée comme héréditairement malade. 1. Faiblesse mentale congénitale. Schizophrénie. 2. 3. Folie circulaire, c'est-à-dire manie dépressive. 4. Épilepsie héréditaire. 5. Danse de Tanguy héréditaire, c'est la chorée de Huntington. 6. Cécité héréditaire. 7. Surdité héréditaire. 8. Toute difformité héréditaire grave. On peut de plus stériliser toute personne atteinte d'alcoolisme grave. Les articles 2 à 4 maintiennent l'illusion d'une demande volontaire de stérilisation tout en préservant l'éventualité d'une stérilisation imposée par des médecins, en particulier pour les pensionnaires des asiles, ce que développent la plupart des autres articles qui instituent des tribunaux de santé héréditaires, associant dans une pratique d'eugénisme racial juges et médecins, robes brunes et blouses blanches, le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur, dont dépend le ministère de la Santé. Cette loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 1934. Il n'y est fait aucune mention du caractère dominant ou récessif des gènes responsables de chaque maladie. Des 8 interventions retenues par l'article 1, paragraphe 2 de cette loi, seule la chorée de Huntington est aujourd'hui reconnue comme maladie héréditaire dominante. Les autres affections retenues comme héréditaires ne le sont pas, ou pour certaines à transmission génétique récessive, la stérilisation ne permettant d'éradiquer la maladie que sur plusieurs générations. Enfin, les 5 premières maladies citées concernent des affections psychiatriques définies de façon tellement floue, comme la faiblesse mentale ou la manie dépressive, que la loi permettait de stériliser n'importe quel citoyen. Cette loi témoigne en fait de la volonté d'Hitler de préparer la population allemande à des mesures plus radicales et de tester sa réaction. Sous l'apparence de mesures eugéniques, elle montre la volonté des dirigeants nazis d'entreprendre une sélection de la population allemande contre l'avis de scientifiques allemands qui, dès sa promulgation, soulignaient que l'état actuel de la science ne permettait pas de la formuler et de la dénoncer comme une charlatanerie dangereuse. Les arguments scientifiques avancés par les rédacteurs de cette loi ne dissimulait donc guère les intentions politiques de l'État allemand. Les médecins ne pouvaient se soustraire à la loi de stérilisation et avaient obligation de déclarer tous les cas susceptibles d'être stérilisés. 1700 tribunaux de santé héréditaire étaient prévus, chacun composé de 3 membres, un juge et 2 médecins, tous ariens et membres du Parti national-socialiste. La stérilisation était pratiquée dans des cliniques agréées, section des trompes près de l'utérus chez la femme, ce qui impliquait une anesthésie générale, ligature des canaux déférents chez l'homme. La loi fut appliquée arbitrairement dès 1934 et concerna des catégories non mentionnées dans son article 1, paragraphe 2. La presse allemande des années 34-36 rapporte que l'application de cette loi fut confuse et chaotique. La grossesse n'est pas un obstacle à la stérilisation, l'âge non plus.
À Iéna, on stérilise une fillette de 12 ans. On stérilise les fortes têtes, les diabétiques, les opposants politiques et les faibles d'esprit, mais pas les héros, même s'ils sont un peu demeurés. Les alcooliques sont traités avec une sévérité particulière. Enfin, le fait qu'une personne soit douée n'autorise pas de compromis. Après 1935, la troisième loi de Nuremberg interdit le mariage entre un malade héréditaire, même stérilisé, et un sujet sain. Un examen prénuptial est obligatoire. Un médecin agréé par le Führer des médecins du Reich délivre un certificat d'aptitude au mariage après que chacun des fiancés a rempli un formulaire. Celui-ci comporte 70 questions, mais des recherches complémentaires sont souvent effectuées dans la famille des fiancés. De même, lorsque l'un des fiancés fait une demande pour obtenir un prêt au mariage, une enquête est déclenchée. Il arrive que le solliciteur soit condamné à être stérilisé parce que l'enquêteur a déniché un ascendant porteur de maladie héréditaire. En fait, les tribunaux de santé héréditaire ne jugèrent plus la maladie, mais la personne. Cette loi présentait également une utilité économique, puisqu'elle libérait, comme le soulignait sans le dissimuler le professeur Günther Just, l'économie populaire d'une grande quantité de gens improductifs. D'après les commentateurs officiels de la loi, Guth, Rudin et Rüdtke, le nombre des personnes susceptibles d'être stérilisées était de 1 200 000. D'autres médecins parlaient de chiffres supérieurs jusqu'au 5e de la population allemande. Dans l'esprit de la loi, ce nombre peut être ramené à 400 000. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres officiels du nombre des stérilisations d'indications eugéniques pratiquées de janvier 1934 à août 1939, date à laquelle les tribunaux de santé héréditaire furent fermés, on peut admettre que 200 à 300 000 personnes ont été stérilisées en Allemagne nazie et que ces stérilisations furent, dans 90% des cas, pratiquées sur des personnes qualifiées porteuses de maladies mentales, donc que ces stérilisations ne furent pas demandées, mais imposées. Les stérilisations d'indication raciale ne concernaient pas les Juifs, les premières années du moins. Ils n'étaient autorisés à se reproduire qu'entre eux et ne menaçaient donc pas la race aryenne. En revanche, la question se posait pour les enfants illégitimes, nés du passage des troupes coloniales françaises d'occupation en Rhénanie en 1919-1920. Après maintes discussions, le 18 avril 1937, Hitler imposa la stérilisation des bâtards nègres. L'opposition de l'Église catholique à la loi de stérilisation permit de tester la réaction de la population allemande à l'introduction des lois d'hygiène raciale et convainquit Hitler de remettre au début de la guerre le programme d'élimination physique après sélection des pensionnaires des asiles aliénés, méthode qu'il projetait dès 1933 et que pour le conduire, il pouvait se dispenser d'une loi. En revanche, une nouvelle loi fut promulguée au journal officiel le 24 novembre 1933 contre les criminels habituels dangereux et sur les mesures de sécurité et de guérison en autorisant leur castration. Le Vatican considérait la castration comme une mesure thérapeutique et ne mit aucun obstacle. Il est vrai que le problème de la castration de criminels sexuels était depuis longtemps débattu dans les milieux juridiques et médicaux de nombreux pays. Les stérilisations eurent des conséquences pathologiques, séquelles physiques et troubles psychiques. Le taux de mortalité fut anormalement élevé, 4,1% chez la femme, surtout des accidents d'anesthésie générale, 1% chez l'homme, ce qui est incompréhensible pour une simple ligature des déférents pratiquée sous anesthésie locale. Les médecins allemands, qu'ils fussent ou non membres du Parti national-socialiste, ne réalisèrent sans doute pas qu'ils s'inséraient dans un processus génocidaire en sélectionnant leurs patients pour une stérilisation forcée, mais en ne s'opposant pas massivement à une mesure criminelle qui ne respectait pas le libre arbitre des citoyens allemands. Ils furent complices d'un crime aujourd'hui défini par le droit pénal international. En effet, l'article 7, paragraphe 1, alinéa G du statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 18 juillet 1998, définit comme crime contre l'humanité viol, esclavage sexuel, stérilisation forcée et toute forme de violence sexuelle de gravité comparable. Adhérant
et pour nombre d'entre eux dès leurs études au Parti socialiste, donc imprégnés des idées racistes et eugéniques, et convaincus de naître comme le voulait leur Führer, que les soldats biologiques du peuple allemand, les médecins allemands, ont en majorité obéi aux injonctions du pouvoir nazi. En pratiquant dès janvier 1934 la loi de stérilisation, nombre d'entre eux s'engagèrent donc dans un processus génocidaire qui s'amorça dès les premiers mois précédant la guerre mondiale par le meurtre de nouveau-nés et d'enfants porteurs de graves malformations congénitales, et se poursuivit en dehors d'une loi allemande par la sélection de pensionnaires des asiles aliénés assassinés dans les chambres à gaz sur le territoire du Reich. Puis pendant la guerre, par l'assassinat sauvage de patients des hôpitaux allemands, par des expériences médicales dans les camps de concentration programmées par les meilleurs spécialistes de la médecine allemande aux fins de protéger le soldat allemand, enfin par la sélection opérée par des médecins SS dans les camps de concentration en Pologne. Finalement, dans les centres d'extermination de Pologne, les médecins ne furent plus utiles, puisqu'il n'y avait plus de sélection. La loi de stérilisation du 14 juillet 1933 inaugura un processus de déshumanisation des patients au nom d'un concept qui n'avait rien à voir avec la pratique médicale, la protection d'une race, qu'elle fût allemande ou aryenne. Les facteurs économiques et sociaux furent également déterminants dans cette perversion de la profession médicale. Avantages sociaux et financiers offerts par l'adhésion au parti nazi ou à la SS. Opportunités de carrière, après l'exclusion des médecins juifs ou opposants politiques, ce qui libérait des places dans les universités et des postes dans les hôpitaux et les cabinets privés. Ces médecins étaient sans doute de bons praticiens. Ils avaient reçu une bonne formation scientifique, une des meilleures d'Europe avant l'instauration du régime nazi. Ils soignaient sans doute leurs patients avec dévouement, pourvu qu'ils fussent de bonne race, mais pas tous les patients, car leur séance avait été pervertie. Ils croyaient ou feignaient de croire à la supériorité de la race aryenne et à l'inutilité des personnes à charge de l'État allemand. Ils avaient peu à peu perdu le sens de leur mission, soigner des malades et non protéger une entité héréditaire imaginaire, la race. Je vous remercie.